Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Les bénéficiaires du programme d'accompagnement de la bourse Vallée ont reçu la première tranche de leur bourse au titre de l'année 2026. Un soutien dédié à leur accompagnement pour permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Vous suivrez dans un instant le point de la cérémonie des remises de ces bourses. Ensuite, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale des sages-femmes et nous mettons un focus sur ce métier au cœur de la vie. Et pour le faire, nous recevons Madame Laurence Odunlami Monteiro, sage-femme à la retraite. Avec notre invité, nous parlerons engagement, défis et vocation, mais aussi mieux comprendre le rôle crucial de cette profession et les enjeux auxquels elle fait face aujourd'hui. Et puis enfin, le Zolari renaît à Sassirou, cette fête identitaire de la communauté Yom, longtemps tombée en sommeil, revit grâce à Sa Majesté Moussa Diarra Tarka Sambo et à la mobilisation des filles et fils Yom. Après une relance réussie l'an dernier, la deuxième édition confirme bien l'engouement de cette année. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle éducation, les conditions de validité justement du serment du président de la République élu dans un contexte de réforme constitutionnelle, nous sommes en politique au Bénin, font débat dans l'opinion publique depuis quelques jours. Les dispositions de l'article 53 relatives aux institutions de la République devant recevoir le serment et celles devant lesquelles il doit être prononcé intéressent plusieurs Béninois. Si beaucoup voient justement en l'installation du Sénat et de son bureau un impératif avant justement la prestation de serment de Roméo de Wadaï. D'autres personnalités, et pas des moindres, relativisent cette position. Vous suivrez dans un instant un élément sur ce sujet. Mais avant, les bénéficiaires justement du programme d'accompagnement de la bourse Vallée ont reçu la première tranche de leur bourse au titre de l'année 2026. Vous verrez les images tout à l'heure, un soutien dédié justement à leur formation afin de leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Voici les images. De l'argent frais pour ces élèves et étudiants bénéficiaires de la bourse Vallée. Ils sont environ 700 apprenants à l'échelle nationale à recevoir cette bourse d'excellence. Le montant de la bourse évolue chaque année afin de tenir compte de la hausse des prix. Et à ce titre, cette année, les étudiants ont reçu 640 000 francs CFA, dont 320 000 francs versés là maintenant et 320 000 au mois d'octobre. Et les élèves reçoivent 320 000 francs, dont 160 000 dès ce mois d'avril et 160 000 en octobre. Au Bénin, la bourse Vallée est une véritable institution. Elle est octroyée depuis 24 ans et a contribué au bonheur et à la réussite d'une multitude d'apprenants. Depuis 2003, je crois qu'on dénombre plus de 20 000 bourses déjà accordées, ce qui est quand même énorme, soutenant ainsi la jeunesse béninoise engagée dans un parcours d'excellence. La Fondation Vallée porte haut les valeurs que partagent la France et le Bénin, en offrant à ces jeunes la possibilité de poursuivre des études dans de bonnes conditions. La joie qui m'anime est immense. Immense dans la mesure où on est à la 24e édition de cette bourse. Donc ces enfants que vous avez vus, ces jeunes que vous avez vus ce matin n'étaient pas nés au moment où on a commencé cette bourse. Quel plaisir de voir un tel projet qui est vraiment dur dans le temps, un tel projet qui continue et que mon souhait le plus ardent, et c'est sûr, Inch'Allah, que les enfants qui ne sont pas nés aujourd'hui vont bénéficier de cette bourse aussi plus tard. Jusqu'ici attribuée sur le seul critère de l'excellence, la bourse Vallée pourrait prochainement intégrer un volet social afin de mieux prendre en compte les apprenants issus de milieux vulnérables.
Les conditions de validité du serment du président de la République élu dans un contexte de réforme constitutionnelle au Bénin font débat dans l'opinion publique depuis quelques jours, justement. Les dispositions de l'article 53 relatives aux institutions de la République devant recevoir le serment et celles devant lesquelles il doit être prononcé intéressent plusieurs Béninois. Si justement beaucoup voient justement en l'installation du Sénat et de son bureau un impératif avant la prestation de serment de Romed Wadaï. D'autres personnalités, et pas des moindres, relativisent cette position. Les détails dans ce récit de Oulame Cliquant. Tout est parti d'une publication du juriste Landry Angelo Adelacon sur le réseau social Facebook le 26 avril dernier. Au terme des dispositions du dernier alinéa de l'article 53 de la Constitution, depuis la révision de décembre 2025, le serment du président de la République est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant les autres membres de la dite Cour, l'Assemblée nationale, les bureaux du Sénat, de la Cour suprême et de la Cour des comptes. Là-dessus, l'expert en droits humains et démocratie allègue qu'en raison du fait que le constituant n'a prévu aucune disposition transitoire devant permettre une dérogation au serment du président de la République élu en 2026, le Sénat doit être installé avant la date et l'heure de prestation de serment du président élu. Il va plus loin en évoquant que le bureau du Sénat doit être également constitué avant la prestation de ce serment du président élu. Le 30 avril, un autre consultant juridique et financier, membre du parti de l'opposition Les Démocrates et ancien candidat à la candidature de la présidentielle dernière, abonde dans le même sens. Nouroudine Sakasalé, dans un post sur le Sénat du Bénin, est tout tranché. La non-installation du Sénat et de son bureau avant la prestation de serment du 24 mai 2026 rend la dite prestation irrégulière. L'invalidation n'est pas de droit, mais dépendra d'une saisine ou autosaisine de la Cour constitutionnelle sur la question. NDSS fait donc appel à l'intervention du juge du contentieux de l'élection du président de la République. Dans un entretien accordé à la station BIP Radio ce dimanche, le professeur titulaire de droit public et ancien président de la Cour constitutionnelle se veut, lui, plus regardant dans la lettre des dispositions de l'article 53. Il donne primauté à la réception du serment par le président de la Cour constitutionnelle et la présence exigée des autres organes constitutionnels. Il est bien dit, le serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle. On n'a pas dit par la présidente de la Cour constitutionnelle. Les autres membres de la Cour, si c'était le cas, on n'aurait pas dû faire la distinction entre le président de la Cour et devant les autres membres. On n'a pas dit devant est reçu par la Cour constitutionnelle, ce qui suppose que tous doivent être présents. On n'a pas dit est reçu par le bureau du Sénat, dont le Sénat doit être là. Pas, mais devant. Il y a une nuance. Cette sortie n'a pu faire taire le débat. Un autre citoyen du nom de Mikaïla Kassoumou va argumenter dans une autre publication Facebook en ces termes. Le droit constitutionnel ne consiste pas seulement à savoir qui reçoit le serment, mais aussi à savoir devant quelles institutions le pouvoir accepte de naître. Dans la cour de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ce dimanche, c'était le grand monde. Les professionnels des médias ont massivement fait le déplacement du siège de la HAC à l'occasion de la célébration de la 33e journée mondiale de la liberté de la presse, une journée célébrée chaque année pour sensibiliser à l'importance de la liberté de la presse et rappeler au gouvernement le devoir de respecter le droit à la libre expression. Le thème de cette année, justement, c'est façonner un avenir de paix proclamé par l'UNESCO et qui met en relief le rôle crucial des médias dans la construction d'un monde stable. Justement, Édouard Loko a saisi cette occasion pour lancer la réflexion sur la trêve politique à laquelle les organes de presse justement seront désormais confrontés dans leur fonctionnement au Bénin. Voici le compte rendu. Des professionnels des médias autour du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ce 3 mai 2026. C'est la 33e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse, occasion pour les journalistes de faire une pause, le temps de réfléchir de façon approfondie sur l'avenir de leur corporation dans un contexte marqué par 10 ans au cours desquels le secteur des médias a été sérieusement éprouvé par le pouvoir politique. Ça n'a pas été facile. Non, je le sais. Mais vous avez tenu. Et vous allez tenir encore. Nous allons tenir encore. Nous allons nous aider à tenir encore.
Les moments qui s'annoncent, je lis ça déjà dans certains journaux qui voient venir. Les moments qui s'annoncent seront encore plus éprouvants, a laissé entendre Édouard Lecaux. Le fonctionnement des médias est d'autant plus dépendant de la politique que la trêve que le Bénin s'est désormais imposée sera très contraignante pour les organes de presse. Avec la trêve politique, est-ce qu'il n'y a pas une obligation désormais pour l'État de mieux accompagner les médias? Parce que c'est vrai, ce n'était pas une bonne idée, mais nous avons drogué notre public, notre auditoire à la polémique politique et politicienne. C'est ça qui marche. Nous n'avons pas habitué notre auditoire, notre lectorat à ce qui se passe, à ce qui est essentiel, mais aux polémiques. La politique a été pour une bonne part notre fonds de commerce. Ce fonds de commerce qu'on veut geler, comment nous allons faire? Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication n'entend pas laisser les professionnels des médias se substituer aux politiques. Il lance cependant cette réflexion et invite l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'ODEM et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel à s'y mettre avec sérieux. Mais en attendant, place aux grandes retrouvailles festives. Le Bénin s'apprête à tourner une page de son histoire politique à quelques jours de la passation de pouvoir entre Patrice Talon et Romuald Wadayi, nouvellement élus. Les populations béninoises se prononcent sur ce qui les a marqués les 10 dernières années de règne de Patrice Talon. Quelques citoyens rencontrés à Cotonou relèvent justement les qualités de l'homme arrivé au palais de la Marina en avril 2016. On écoute justement quelques-uns au micro de Brice Deogracias Menayi et Jocelyn Barriga. Vous n'êtes pas sans savoir, quand ça n'allait pas, Dieu a envoyé Jésus pour sauver le monde. Quand ça n'allait pas aussi au Bénin, Dieu a compris, il a envoyé Talon pour nous sauver. Ce qui m'a marqué en lui, c'est que c'est sa détermination. Il est déterminé. Sinon, tout ce qu'on observe, ses réalisations, il faut vraiment quelqu'un de si rigoureux pour quand même pour nous amener à ce stade-là. Alors franchement, il a fait plein de choses. Déjà, le développement du Bénin, c'est d'une prouesse incroyable. Aujourd'hui, le Bénin, moi, je suis fière de dire que je suis béninoise, ne serait-ce que de par nos infrastructures, la politique économique menée depuis 10 ans au sein du pays. Enfin, on a un pays nouveau, un pays beau, un pays, je dirais, avec une économie qui se porte très bien. Moi, je suis très fière de dire aujourd'hui que je suis béninoise. Ce qui est très important, moi, c'est cette façon, cette rigueur qu'il a eu de gérer le pays. Et ouais, la rigueur, parce qu'en toute chose, la rigueur est très importante. La rigueur et la discipline. Et aussi la persévérance, parce que c'est bien d'avoir une vision, c'est bien d'avoir une volonté, mais il faut savoir, la force d'un leader, c'est de savoir transmettre cette vision et cette volonté à d'autres personnes. Et il a pu transmettre cette vision à 13 millions d'habitants. Je ne vais pas dire particulièrement, mais l'apport qu'il a fait, surtout sur le plan tourisme, social, à peu près ça m'aide beaucoup parce que ça m'ouvre de nouvelles portes vers l'international. Bon, personnellement, je crois que, je viens de le dire, il a eu des travaux. D'abord les routes, parce que les routes c'est important. Il a eu de grandes choses qu'il a eu à faire. Et puis ensuite, les populations ont profité de notre micro pour adresser le message au chef de l'État, Patrice Talon, qui aura fait rayonner le Bénin sur le plan international et dans bien de domaines. Ils expriment leur fierté d'appartenir à une nation qui a retrouvé ses lettres de noblesse. On les écoute. Ce que je veux lui dire, Agbono, merci beaucoup pour l'image que tu as redonnée à notre pays. Aujourd'hui, moi je suis fier de mettre la main sur ma poitrine et de dire que je suis béninois. Avant, je n'étais pas fier parce que je me dis mon pays était un peu sous-développé. C'est vrai, on n'est pas encore arrivé, mais aujourd'hui, quand on voit les voisins regarder le pays, on est fier de ce que tu as fait. Et moi j'ai mal parce que tu veux quitter le pouvoir, mais je pense que ceux qui vont venir là, ils feront encore pire que toi. Merci beaucoup, longue vie à toi. Et que Dieu te donne vraiment la santé. Merci beaucoup et bonne retraite. Oh là, mais non, j'aimerais lui dire merci, beaucoup merci, infiniment merci, que Dieu le protège et que je voulais aussi lui dire qu'il continue toujours dans cette lancée, cette rigueur.
et que c'est une personne qui m'inspire beaucoup et que j'aimerais peut-être une fois le rencontrer. Le président, il a beaucoup fait. C'est pas sûr que quand je vais commencer à citer, on pourra finir. Mais les trucs qu'il a surtout fini, et moi j'ai vu, c'est que les routes sont toujours en finition et ça a été impeccable en fait. C'est un bon travail qu'il a fait dans le pays. Et grâce à lui aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui viennent visiter notre pays enfin. Alors, big up patron, moi je te dirais toujours, soutiens toujours le nouveau et on est avec toi. Son Excellence Patrice Athanas Talon, il a révélé le Bénin. Avant, on n'était pas fiers d'être béninois, avant on cachait notre identité, mais aujourd'hui, on affirme qu'on est béninois. Il y a eu plein de choses. Par exemple, la corniche. Avant de venir ici, c'était de la merde. Avant, désolé pour le thème, mais avant, on n'était pas fiers de venir ici. Mais aujourd'hui, on est fiers. Les week-ends, on sort avec nos familles. On découvre le boulevard de la Marina. On va à Togouin. Non, il y a assez de choses. Il y a assez de choses qu'on ne peut même pas dire. Tout ce qu'on peut juste dire, c'est merci. Merci le Père. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre pays, le Bénin. À jamais, on ne cessera de vous remercier. Dans la suite de cette édition, je vous l'avais annoncé, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale des sages-femmes, justement, et nous mettons en focus sur ce métier au cœur de la vie. Et pour le faire, nous recevons Madame Laurence Odolami Moteiro, sage-femme à la retraite. Avec notre invité, nous parlerons engagement, défis et vocation, mais aussi nous allons essayer de comprendre le rôle crucial de cette profession et les enjeux auxquels elle fait face aujourd'hui. Madame Laurence Odolami Moteiro, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est moi. Eh bien, le thème de cette journée, c'est 1 million de sages-femmes de plus. Qu'est-ce que, justement, cette thématique évoque en vous? Merci. Effectivement, les Nations Unies pardon, et la communauté internationale célèbrent ce mardi 5 mai la journée internationale de la sage-femme, parce que voilà un professionnel de santé polyvalent et sur qui on peut compter. Absolument. En matière de suivi de grossesse, en matière d'accouchement, en matière des soins prénatal et postnatal, en matière du suivi de la famille. Elle fait tout. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons et nous célébrons cette journée. Mais le thème de cette journée, pourquoi le monde a besoin d'un million de sages-femmes de plus? Toujours la Confédération internationale des sages-femmes, auquel nous avons adhéré, et les Nations Unies ont fait un travail. Ils ont vu que dans le monde entier, il nous manque 982 000 sages-femmes. Et ils ont dit c'est 1 million de sages-femmes. Pour combler le vide. Pour combler le vide. Et le gros vide, c'est encore en Afrique. C'est ça. Et surtout en Afrique, au sud du Sahara. D'accord. Donc, c'est pourquoi ce thème-là a été choisi. Oui. Allez, rappelez-nous le rôle essentiel de la sage-femme dans le système de santé. Je viens de citer quelques rôles. Ça dit, quand on dit sage-femme, c'est quoi? Ça dit, voilà une femme qui aide une autre femme à accoucher, à la délivrer. Comme on dit, après Dieu, c'est nous. C'est ça. Puisque quand on sort le bébé, nous sommes les premières voix, avant le père, avant la famille. Donc, après Dieu, c'est vous. C'est nous, hein, en matière d'accouchement. C'est ça, en matière d'accouchement. On va rester là. En matière d'accouchement. Donc, c'est la sage-femme. Si elle fait mal, voilà une famille qui rentre vraiment malade. Des fois, on assiste à des pleurs. Parce qu'on sait comment on rentre dans une salle d'accouchement, mais on ne sait pas comment la femme qui est venue accoucher va sortir. Et c'est pourquoi quand on parle de décès maternel, c'est frustrant, c'est humiliant et ça fait mal. Donc, la pénurie de sages-femmes là, malheureusement, dans mon pays, je ne peux pas vous dire combien le chiffre, je ne peux pas. Je vais vous dire la vérité, je ne peux pas. Mais on constate qu'il y a une pénurie. Parce que nous avons demandé qu'il y ait au moins dans les maternités reculées 2 sages-femmes au moins. Mais on ne l'a pas, on ne l'a pas. On n'a pas assez de sages-femmes. Et puis quand on dit sages-femmes, on parle de sages-femmes qualifiées. Parce qu'on appelle toutes celles qui accouchent aujourd'hui des sages-femmes. Non.
faut faire une grande différence. Celle qui a suivi un cursus, une formation bien dans les 2 écoles reconnues au Bénin ou dans des écoles à l'extérieur, mais dans des écoles publiques. Mais on assiste aujourd'hui à beaucoup de collègues sages-femmes qui ont fait l'extérieur dont on ne connaît pas bien la qualité de travail. La qualité. Et ça se voit sur le terrain. Donc il reste un travail à faire dans ce sens. Et le gouvernement est en train, parce que le gouvernement avait dit dans un conseil de ministres qu'il faut les recenser, les faire passer un test, les renvoyer, soit à l'IMNES de Cotonou ou bien à l'IFSIO de Parakou, pour les reprendre, afin après de les dispatcher sur le terrain. À quoi ressemble une journée d'une sage-femme? À quoi ressemble une journée? Bon, c'est dans les zones reculées qu'on peut parler de toute une journée. Sinon, dans en milieu urbain, non, il y a le système ailleurs de ce qu'on appelle 3x8. Vous venez de 8h à 14h, 14h à 21h et de 21h à l'aube. Il y a aussi des fois où on fait 12 heures, de 8h à 20h et ainsi de suite. Une journée de travail, moi je vous invite à aller. Ça, vous avez de pression, de stress. Voilà le mot, le stress, parce que le bébé doit naître vivant et bien. Dans de bonnes conditions. Tout rose. Donc quand il n'y a pas ça, c'est la panique en salle d'accouchement. Et quand on nous critique souvent, c'est malheureux. Nous ne sommes pas là pour venir faire du mal aux femmes, aux filles, aux soeurs qui arrivent. Mais la situation peut changer d'un moment à l'autre. Quand c'est une sage-femme qualifiée, c'est vraiment rare. C'est rare. Parce que dans une salle d'accouchement, il y a le gynécologue, il y a le chef service, le gynécologue, il y a les apprenants, il y a les sages-femmes, il y a les aides-soignantes, il y a toute une équipe. Mais quand il y a un problème, vous entendez, c'est la sage-femme. Bon, c'est pas grave, c'est nous. Est-ce que c'est ce qui fait que parfois, quand on parle de mortalité maternelle et néonatale, on fait un lien rapidement aux sages-femmes? Oui, aux sages-femmes, parce que dans notre cursus, c'est ce que nous avions fait. Le bac C ou D, on rentre à l'école pendant 3 ans. On ne fait que ça. Et on sort après les 3 ans. On ne fait qu'étudier l'obstétrique. L'obstétrique, c'est la maïotique, c'est la pratique sage-femme. On ne fait que ça. Donc, quand ça ne va pas, nous, pourquoi on dit elles sont autonomes? C'est parce que nous dirigeons nos maternités. Mais c'est quand on constate que ça ne va pas, il ne faut plus attendre, il faut appeler l'aide d'un médecin ou d'un gynécologue et accoucheur. Sinon, nous maîtrisons nos maternités, nos salles d'accouchement. En plus de la capacité, de la maîtrise d'une sage-femme, qu'est-ce qu'il faut encore pour réduire la mortalité maternelle et néonatale? Pour réduire la mortalité, je sais que le gouvernement de mon pays en fait assez, mais ça ne suffit pas. Pour réduire ça, il faut toujours recruter des sages-femmes qualifiées. Ça manque. Voilà le premier problème. Maintenant, pour celles qui sont là, il faut tout faire pour qu'elles restent. Parce qu'aujourd'hui, il y a la fuite des cerveaux. À cause des multiples réformes, c'est vraiment dur. Il y a le burn-out. Ça touche la santé mentale. Les sages-femmes sont dépassées. Démotivées parce qu'on leur demande trop, il faut accoucher, il faut remplir ceci, et si ça ne va pas, la première personne, c'est la sage-femme qui doit venir répondre à un staff, et puis on doit demander pourquoi ça s'est passé, pourquoi, je vous ai cité tout le monde qui constitue une salle d'accouchement. Donc, à part la pénurie, il y a les infrastructures. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai étudié ailleurs les infrastructures, vraiment. Vous avez une salle où il y a, surtout à Cotonou aussi, il y a une salle de 5 tables. D'accord? Pour une sage-femme, l'autre crie, l'autre, il faut courir ici, il faut courir là. Elle seule. Les infrastructures aujourd'hui au Bénin sont dépassées. Il n'y a plus de salles d'accouchement conformes. Non, il fait très chaud. Vous avez vu les conditions climatiques aujourd'hui, et il n'y a pas de salle d'accouchement climatisée. Il n'y en a pas. On transpire, on travaille, et avec ça, bon, des fois, on n'est même pas félicité. Combien de sages-femmes ont été décorées au Bénin?
C'est ce que vous souhaitez, moi je demande ça. J'interpelle le ministère de la Santé. Combien de sages-femmes on décore au Bénin? Parce que quand on voit les décorations à la télé, quand on a lu des gens disent mais c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, quels sont aujourd'hui les principaux défis auxquels les sages-femmes sont confrontées? Les défis, il y en a. Je vous ai dit, il y a les défis d'abord climatiques, il y a les défis lors des crises humanitaires. Lors des crises, il y a ces défis-là. Il faut qu'on puisse former les sages-femmes humanitaires lorsqu'il y a des crises pour qu'on puisse les envoyer. Et Dieu seul sait que ça a commencé dans notre pays. Vous savez bien de quelle crise je parle. En dehors de ça, il faut qu'on puisse mettre les sages-femmes aussi dans les instants de prise de décision. Il y a des sages-femmes aujourd'hui qui ont fait le master, qui ont fait le doctorat. Même sans ça, il y a des sages-femmes qui réfléchissent. Et ils peuvent réfléchir et concevoir. Voilà, moi, un gros défi que je demande. Parce qu'en matière de dire financière, non. Le gouvernement est en train de... On monte un peu, parce que quand je vois le salaire des sages-femmes aujourd'hui, quand je vois ce que nous, on a perçu... Il y a un effort qui a été fait sur Ah oui. Allez, un dernier message pour finir, sans doute pour souhaiter une bonne fête à vos collègues. Ah oui, moi, chers collègues, je vous souhaite à toutes les sages-femmes du monde entier, et principalement aux sages-femmes du Bénin, je leur souhaite beaucoup de courage. On ne va pas se décourager. C'est comme ça, parce que c'est le moment d'agir, et c'est le moment de demander aux autorités de santé et aux partenaires techniques et financiers de nous soutenir. Je crois qu'ils m'entendent bien, il faut qu'ils nous soutiennent et qu'ils nous aident à réussir à réduire le taux de mortalité maternelle néonatale au Bénin. Parfait. Merci à vous, Madame Lorenzo Dolami Montero. Vous êtes sage-femme à la retraite. Merci de votre disponibilité. Cette édition se poursuit à Cotonou. Vous le savez, la montée de la température influence aussi les choix capillaires. Dans de nombreux salons de coiffure, les femmes se tournent vers des tresses légères et simples pour mieux supporter la chaleur au quotidien. Au-delà des tresses, il est aussi important de penser à l'entretien des cheveux. En cette période, quelques coiffeuses nous livrent ici des conseils pratiques dans ce reportage. J'ai souvent chaud, raison pour laquelle je fais les nattes. À Cotonou, les tendances dans les salons de coiffure changent en cette période de chaleur. Les tresses légères et faciles à entretenir sont les plus demandées. Il y a trop de chaleur, on fait seulement les ayonda ou bien les nattes simples tout derrière. Des fois, il met un perruque sur ça, arrivé à la maison, il s'enlève encore. En cette période de chaleur, les femmes ne se tressent plus comme avant. Elles font juste les nattes et quand elles veulent sortir, elles viennent faire les fausses perruques chez nous. Elles insistent sur l'importance de prendre soin du cuir chevelu pour éviter que les cheveux ne dégagent une mauvaise odeur. Il faut régulièrement laver les cheveux. Parce qu'ils transpirent tellement dans les cheveux. Donc, il faut régulièrement laver les cheveux et prendre soin des cheveux, c'est tout. Il y a plusieurs salons de coiffure. Je dirais tout simplement qu'elles prennent soin d'elles au quotidien. Pas de trop longues tresses. Il faut des nattes pour pouvoir prendre de la fraîcheur sur la tête. Pas des nattes pour bourrer la tête. Des nattes comme les ayonda façon modernisée là. Entre révélation de sa beauté et recherche de confort en cette période de chaleur, un choix s'impose aux femmes amoureuses des tresses extravagantes, les nattes. Encore faut-il, selon les coiffeuses, bien entretenir ses cheveux. Et pour finir cette édition, le Zolari renaît à Sassiro. Cette fête identitaire de la communauté Yom, longtemps tombée en sommeil, revit grâce à Sa Majesté Moussa Diarra Tarka Sambo et la mobilisation des filles et fils Yom. Après une relance réussie l'an dernier, la deuxième édition confirme l'engouement cette année. Abdou Sabri Drissou. C'est une résurrection en grande pompe. La deuxième édition du Zolari prend ses quartiers à Sassiro. L'engagement des filles et fils de l'ère culturelle Yom
témoignent de leur détermination à préserver leur patrimoine. Le Zolari, c'est la fête des moissons. Le Zolari, c'est notre culture et fier de l'organiser. Le Zolari, c'est notre identité en tant que Yura. Ce que je nous souhaite ici et maintenant, c'est que nous puissions nous donner la main. Personne ne sera de trop. L'important, c'est que nous puissions vraiment continuer de célébrer la Zolari. Il y a un retrait tout à fait que je sois notre Yura. Faire en sorte que nos comportements reflètent le vrai Yura. Cela appelle de nous une certaine unité de pensée. Au pupitre, acteurs et personnalités se succèdent. Ils expriment leur satisfaction aux organisateurs de ces retrouvailles. Félicitations à Sa Majesté Sambo et toute sa cour qui ont réussi le pari de nous réunir une fois encore à cette place pour la fête, la célébration du Zolari, la célébration de la culture Yom. Démonstration équestre, prestation des groupes artistiques et culturels. La succession des tableaux captive l'attention. La mobilisation de ce jour épouse l'ambition de fédérer les énergies autour de leur héritage culturel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.